Il paraîtrait qu'il est difficile de se créer une sex room quand on vit avec 4 enfants. J'ai même entendu dire qu'une super émission vous aidera à aménager votre chambre à coucher en parfaite chambre rouge. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 48 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci de votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. On espère que cet épisode vous plaira. Pour cet épisode, on s'attaque à une émission Netflix qui transforme n'importe quelle demeure en espace sexuel. On vous parle du déco version BDSM par Mélanie Rose, place aux architectes du désir ou How to Build a Sex Room en anglais. Le 18 octobre, le monde a changé. Enfin, mon monde a changé. Le jeu Les Sims 4 est devenu gratuit, définitivement. Ni une ni deux, je chope mon ordi, je télécharge le Graal, et voilà. Me voici avec mon code de triche Motherlode en train d'essayer de construire la maison de mes rêves. Sauf que j'avais oublié un détail. Je suis absolument pas douée pour créer de superbes maisons dans les Sims. En vérité, je suis mauvaise sur tous les jeux qui impliquent de la construction et de la décoration. Après avoir attendu désespérément d'avoir assez de temps et d'argent pour acheter Planet Coaster, je me suis rendu à l'évidence que même les parcs d'attractions, je n'y arrivais pas. Et puis il faut dire que le dernier jeu de la saga Les Sims auquel j'ai joué, c'était le 2. Donc depuis, de nombreuses options et personnalisations ont vu le jour permettant à chacun de créer dans les moindres détails leur maison parfaite. Alors me voilà sur YouTube, en train de chercher de l'inspiration. Villa type Los Angeles, manoir hanté ou maison moderne dans les bois, les gens construisent des choses merveilleuses. Et cela me fait penser à l'émission Déco, l'ancienne émission phare d'M6 où Valérie Damido décorait l'intérieur des participants. Aux téléréalités qui suivent le quotidien d'agents immobiliers, nous faisant visiter les plus belles demeures pour riches. Par exemple, The Agents pour Paris ou Selling Sunset pour Los Angeles. Les appartes, la déco, se projeter dans des environnements luxueux passionnent toujours les gens, moi la première. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a très peu de place pour le sexe dans ces programmes. On aménage des salons pour que des parents et enfants puissent passer des dimanches soirs ensemble devant un film. On transforme la chambre du petit en circuit de Formule 1 pour le faire rêver. On change la chambre des parents en véritable espace cosy pour qu'ils puissent se ressourcer. Mais toujours pas de place pour le sexe dans tout ça. Heureusement, nous avons trouvé la solution. Si les architectes du désir ressemblent à un déco américain, ça a l'air un peu de tape à l'œil comme ça puisqu'on parle de sexe, mais je vous assure que vous pouvez regarder cette émission et puiser de l'inspiration pour la maison de vos rêves. Et qu'y a-t-il de différent par rapport à Valérie Damido ou les vidéos Tiny Apartment sur YouTube ? Eh bien là, tout est concentré sur le plaisir. S'aménager une belle maison, une belle chambre où l'on peut s'épanouir sexuellement et prendre son pied. Parce que bon, le sexe fait partie de la vie après tout, et donc de son chez-soi. Alors par contre j'ai vérifié, mais la Croix de Saint-André, les fouets et les godemichés, ils sont toujours pas disponibles sur les Sims 4. Je m'appelle Mélanie Rose. Depuis plus de 15 ans, je conçois des intérieurs haut de gamme. Des cuisines et des salles de bain luxueuses. Je pense que je pourrais le faire les yeux fermés. Alors quand un client m'a demandé de lui faire une sex room, j'ai d'abord été surprise. Puis je me suis dit, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui m'empêche de créer une sex room ? Je me suis rapidement rendu compte que les sex rooms étaient particulièrement intéressantes à concevoir. Ces 10 dernières années, j'ai donc décidé de me concentrer principalement sur l'aménagement de ces pièces dédiées au plaisir. Qui donc veut avoir une sex room à la maison ? Pendant cette émission, on va vous analyser et vous présenter les 3 premiers épisodes des Architectes du désir. Et avant de commencer l'analyse de ces épisodes, on va vous expliquer un petit peu le concept de cette émission et où est-ce qu'elle en est en termes de sa diffusion. Donc c'est une émission toute récente qui existe depuis 2022, qui a une seule saison avec 8 épisodes entre 35 et 45 minutes. Et elle est présentée par Mélanie Rose, une Anglaise bien atypique qui a son petit caractère à elle.
Sur le concept de l'émission, on va partir sur un ensemble de couples qui vont s'adresser à Mélanie Rose, designeuse d'intérieur depuis 20 ans spécialisée dans la construction et l'élaboration de sex rooms. Donc ces couples vont aller voir Mélanie, vont leur exposer leurs problématiques, leur envie par rapport à cette pièce qu'ils veulent sur mesure. Et pendant l'émission, vous allez avoir dans un premier temps un temps de découverte de la maison avec la pièce qui sera attribuée, un temps de talk avec les couples, un temps de coaching / un petit peu, découverte d'une activité en lien avec les envies du couple, puis la construction et le reveal de la sex room. On passe au premier épisode ? Allez, c'est parti. On va suivre dans un premier temps Taylor et AJ, un couple hétérosexuel très à l'aise en tout cas dans leur sexualité, qui vivent dans une maison datant de 1885 avec une architecture très victorienne, des murs en briques apparents. Bref, j'adore cette maison, mais c'est vrai que Taylor et AJ, ils sont un peu hipsters, quoi. Ouais, c'est clairement des hipsters. Mais ils sont très mignons, ils sont tout amoureux et tout. L'objectif aussi, c'est d'avoir une pièce vraiment spéciale dédiée au sexe. Là, on va être sur une pièce à part dans la maison qui sera dédiée au sexe. Et ils vont le faire dans le sous-sol, parce qu'ils ont un espèce de sous-sol qui pour l'instant n'est pas trop aménagé, mais qui a une entrée assez discrète, puisqu'en fait, il faut aller dans la buanderie, où juste devant la machine à laver, vous avez une trappe qui va avoir un escalier qui mène jusqu'au sous-sol. Pour l'instant, on est sur un truc pas très sexy, hein. C'est du béton au sol, bon, des petites briques rouges qu'ils veulent garder parce que, comme tu dis, le petit côté hipster Brooklyn. Et donc, ils demandent à Mélanie de transformer cette pièce en une espèce de donjon, parce qu'après, il va y avoir une espèce de mood board. Jade, je te laisse peut-être expliquer ce que c'est que ce mood board. Peut-être avant d'expliquer ce qu'est le mood board, peut-être faire une petite description de Mélanie Rose, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un personnage à part entière. Alors, Mélanie Rose, c'est une Anglaise, déjà ça s'entend dans son accent very British, comme je ne sais pas le faire. Et Mélanie, c'est une petite madame qui est à peu près dans la cinquantaine, qui est pleine de peps, mais vraiment pleine de peps, et ça se sent, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, peu importe comment elle bouge. Elle a des grandes lunettes un petit peu, originales, colorées, des cheveux très courts et gris, et elle se promène toujours avec un sac jaune sous le bras. On va vous dire pourquoi dans un instant. Mais en effet, le mood board, en gros, ça va être en gros le listing de toutes les envies des clientes. Donc dans le cas de Taylor et AJ, on va voir comme liste un donjon sexuel rock'n'roll, du bondage pour Taylor, parce qu'on voit qu'elle aime bien ça et qu'elle aimerait pouvoir approfondir un petit peu tout le bondage, BDSM, etc. dans sa relation sexuelle. Des butt stuff pour AJ, parce qu'il aime bien les plugs anaux et qu'il a envie d'explorer également cet aspect de sa sexualité. Et une ouverture à tout ce qui touchera de près ou de loin au fouet. Donc voilà, vous comprenez qu'on est sur une envie vraiment très ciblée, un peu dans le BDSM, gentiment dans la découverte du bondage. Et Mélanie, pour chaque couple, elle va apporter son petit sac au trésor, hein, celui que tu as évoqué tout à l'heure, le petit sac jaune. C'est vraiment une petite Mary Poppins, cette Mélanie. Et dedans, elle va sortir des objets, des accessoires sexuels pour voir un petit peu ce que le couple va aimer ou pas, pour savoir si elle va pouvoir l'intégrer dans l'aménagement de la pièce. Elle va sortir des menottes, ce qui sont plutôt ok pour le coup, hein. Ils pensent un petit peu à de la suspension, ils ont l'air plutôt hypés. Les plugs, donc effectivement, ils avaient déjà dit que de toute manière, ils étaient un petit peu dans tout ce qui était... anal, ils aimaient beaucoup, et d'ailleurs c'est le mec en plus qui aime beaucoup ça, donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un couple qui certes est blanc, hétéro, hipster, mais où on a un mec qui assume aimer avoir des choses dans les fesses, et je trouve ça plutôt chouette de l'avoir à la télévision pour un premier épisode. Et ensuite elle va sortir un fouet. Sur le coup ils sont pas trop à fond parce que tout ce qui est la douleur ils l'ont pas encore intégré dans leur vie sexuelle, ça les effraie un petit peu. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de remplir peu à peu le mood board. Et puis maintenant que ça c'est fait, on va partir sur la petite simulation 3D que j'aime beaucoup. Sims 4 RPZ. Ah ouais, ils font une petite simulation 3D de l'espace pour chaque épisode pour un petit peu nous donner un aperçu de ce qu'ils envisagent de faire dans la pièce. Donc là, on va avoir un premier espace qu'ils vont appeler Sexy Lounge, donc avec des tons blancs, du cuir capitonné, de la fourrure, pour l'aspect un petit peu rock'n'roll qu'ils ont demandé. Et un autre espace plus petit qui sera le Kink Space, l'espace vraiment un petit peu coquin et beaucoup plus, là on rentre dans l'art. Et on découvre également le partner in crime de Mélanie Rose, qui est Mike, qui sera en quelque sorte son entrepreneur, j'imagine, qui aime bien faire des petites blagues un petit peu salaces au fur et à mesure des émissions. En tout cas, il y a une bonne entente entre les deux. Je trouve que les blagues, elles sont plutôt légères et qui sont très bon enfant, en fait. Tu vois que Mike, il découvre plein de trucs, qu'il connaît pas autant de choses que Mélanie Rose sur tous ces objets qu'il va devoir installer et aménager. Mais il est curieux et des fois il teste un peu les trucs, ça me fait rire.
Ouais, franchement, c'est marrant. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique entre eux, entre Mélanie qui est beaucoup plus. Elle joue le côté je suis super ouverte sexuellement, j'ai pas peur de parler des choses, j'ai pas peur de tel ou tel objet. Et lui qui est un peu en mode ah, quoi, je découvre. Mais bon, voilà, la dynamique, c'est un petit peu. C'est de la télé, hein, donc c'est un petit peu joué et tout, mais ça fonctionne bien. Et du coup, ce qui marche aussi super bien, c'est que Mélanie Rose, en ayant pris conscience des demandes de ses clients, elle va leur installer des objets dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et là, je vais penser à la croix de Saint-André, donc cette espèce de X où vous vous retrouvez les bras attachés en X, quoi. Et c'est super cool parce que Mélanie Rose fait un petit historique sur la croix, ce qui est une croix de Saint-André, d'où ça vient. Je m'attendais pas à apprendre des trucs dans l'émission d'un point de vue historique, et c'est vraiment hyper intéressant. On passe ensuite à la partie un petit peu atelier, comme tu disais tout à l'heure, où ça va être une visite chez des kink coach qui s'appellent T et Easy, qui sont 2 personnes qui vont leur présenter différents objets et comment les utiliser. Ces 2 coachs vont commencer par leur faire une présentation de comment fouetter une personne. Donc T va s'installer sur une croix de Saint-André pendant que Easy va la fouetter sur son dos. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure avec la croix de Saint-André, c'est que là on a aussi des explications et des explications techniques sur comment tu fouettes une personne. Moi par exemple, je viens d'apprendre qu'il y avait 4 zones sur lesquelles fouetter quand la personne est dos face à toi. C'est les 2 omoplates et les 2 fesses. Donc voilà, ils ont une présentation, ils ont le truc qui est fait devant eux. Ensuite, les invités vont devoir jouer le jeu. Taylor va être invitée à participer et à s'installer sur la croix de Saint-André. Donc elle va se faire fouetter par un des coachs et à un moment, AJ va prendre le relais pour fouetter sa copine. On sent qu'il y a une petite alchimie qui se passe et qu'ils sont un petit peu excités et que voilà, tout ce qui est un petit peu fouet avec lequel ils étaient un petit peu pas trop à fond au départ parce que c'était vraiment un rapport à la douleur et ils aimaient pas trop assimiler le sexe à la douleur, et bien là ça commence à les titiller et ils commencent à être un petit peu un peu plus ouverts à ça. Mais je trouve que c'est cool parce que cette émission, elle déconstruit vachement un peu tous les clichés qu'il peut y avoir, par exemple là autour du fouettage, où en effet même moi j'avais un peu ce truc de c'est un rapport à la douleur, ou BDSM tu vas trouver un certain plaisir dans la douleur, et là en fait non, tu vas voir que c'est fait d'une certaine manière, les mouvements ils sont exécutés quand même de manière très très précise, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de douleur et que c'est plus des sensations que de la douleur, et je trouve ça très très cool de déconstruire ça dans ce genre d'émission sur Netflix. Et le cast, en plus, je le trouve très ouvert, enfin je le trouve très bien choisi, c'est-à-dire que là, on a 2 personnes qui déjà, pour participer à ce genre d'émission, il faut être assez ouvert sexuellement, mais voilà, ils n'hésitent pas à exprimer leur plaisir, leur désir, ce qu'ils ressentent, et là, on a Taylor qui dit à la fin, écoute, moi je suis vraiment hypée, ça me tente beaucoup, par contre, le dos, ça me plaît beaucoup moins, mais les fesses, j'aime beaucoup, enfin voilà, on a des gens qui expriment ce qu'ils ont envie de faire, et je trouve que ça fait du bien de voir ça, surtout quand ça parle de sexe. Du coup, les travaux ont lieu. On voit qu'en plus, Mélanie Rose va amener un deuxième, entre guillemets, accessoire / meuble, un banc de fessées. Je ne savais pas que ça existait. Maintenant, je le sais. C'est un peu comme les canassons. Tu sais, t'étais en gym et tu devais sauter sur un petit tremplin et écarter les jambes pour pouvoir sauter sur les canassons. Voilà, merci. Ah, ça t'a pas traumatisé, ce truc ? Si, c'était un peu bizarre. Mais effectivement, j'ai trouvé ce cheval d'arceau très stylé, hein, parce que du coup, t'as des petits bancs sur chaque côté pour pouvoir poser les jambes. Et ils ont installé, je sais pas si c'est du sur-mesure, mais ils ont installé des menottes pour pouvoir accrocher les mains directement au banc. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Et du coup, c'est l'heure du reveal. Alors, à quoi ressemble cette chambre, Mina ? Alors déjà, avant d'entrer dans la sex room, il va falloir ouvrir une trappe. Mélanie accueille les 2 invités. Elle leur dit « Fermez les yeux ». Elle ouvre la porte vers la buanderie. Regardez, et là, t'as donc la fameuse trappe qui permettait de mener très discrètement vers la sex room, devient une trappe pas du tout discrète, repeinte en bois, avec ajouté dessus « Attention, les adultes jouent ». Vraiment, j'étais là en mode les gars, c'est vraiment pas très discret. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'était tout le truc un petit peu genre on ne dirait pas qu'en dessous se trouve une sex room, et là du coup c'est vraiment écrit attention, sex room. Après, une fois qu'ils entrent et qu'ils descendent dans la cave, on a quand même un résultat qui est très très cool. J'ai noté une peinture vagin sur le mur et un néon aussi, donc je trouve que ça respecte plutôt bien le mood board de faire un donjon sexuel et rock and roll. Et je trouve qu'ils ont mis à disposition plein de sextoys, plein d'accessoires BDSM, plein de trucs, enfin des choses que l'émission, les gens vont le garder quoi, mais entre la croix de Saint-André, le banc de fessées, t'as toute une sélection de fouets, t'as des plugs, enfin je fais franchement, même le passage du désir, c'est pas aussi bien fourni quoi, à ce stade-là. Mais ça donne hyper bien. J'aime bien ce petit côté cosy avec les canapés où tu peux juste te poser, discuter, des espaces pour du aftercare, des choses comme ça. Enfin, franchement, j'aime beaucoup cet espace. J'aime beaucoup ce petit donjon. Ça me donne envie d'en avoir un. C'est vrai qu'il y a des beaux sextoys. Ils mettent beaucoup, et ça, on va le retrouver pas mal de fois. C'est des espèces de porte-manteaux, mais customisés pour devenir des porte-martinets. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop stylé. Ou des porte-menottes, des trucs comme ça. Et je trouve que leur espace cosy, il est bien cosy aussi, là, avec leur gros canapé custom. Ils ont un grand miroir aussi pour qu'ils puissent se voir en action. Je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce que tu voudrais ce genre de sex room chez toi ?
Franchement, ouais, je trouve que pour une initiation BDSM avec tous les accessoires qu'il y a, la petite croix et tout ça, franchement, ouais, de ouf, je prends. J'aime bien la moumoute et tout ça, enfin, c'est doux, c'est agréable. Non, moi, j'aurais pris, franchement, pourquoi pas. Bah, après, tu me montres tous tes sexrooms, je vais pas cracher dessus, quoi. Si tu me dis déjà, tu la prends, je vais faire, bah, si c'est gratuit, moi, je prends. Hein. Enfin, c'est la règle du gratuit. C'est même si t'en veux pas, tu prends quand même. Donc, non, mais moi, franchement, j'aurais bien pris. J'aime en tout cas beaucoup les accessoires qui ont été choisis, surtout le bande fessé qui me titille un peu. Et toi donc? Ah, j'avoue que le bande fessé, il est vraiment pas mal. Hein. Alors, on est par contre sur un truc très rouge, donc ça fait très donjon. Il est plutôt excitant, il a l'air très confortable et très moelleux, très doux. Mais sinon, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas très fan des néons, des trucs comme ça, mais ça va souvent revenir dans cette émission. Bon, il faut quand même des choses qui plaisent un petit peu à tout le monde, et je pense qu'il y a des choses qui reviennent que j'aime pas du tout. Par exemple, tout ce qui sera tableau, c'est vraiment les tableaux achetés à la foire fouille à 3 balles, avec une grosse bouche rouge. Je trouve ça pas très beau, ça manque de personnalité, mais bon, après, voilà. T'as la sex room, tu dégages le tableau, tu mets ce que tu veux et t'as quand même un truc cool à la fin. Donc je pense que je dirais pas non plus. Deuxième couple, on part cette fois-ci avec Raj et Ryan, encore une fois un couple hétérosexuel, qui ont un petit problème. Alors ils s'aiment, ils sont vraiment très amoureux et on sent une énorme alchimie, une belle connexion entre deux. Mais Raj est une chanteuse de jazz, elle est vraiment dans tout ce qui va être le ressenti, l'émotion, là où Ryan est un peu plus dans un système de pensée logique, technique, où à un moment il se présente comme Raj sait ce qu'elle veut ressentir, mais Ryan c'est exactement ce que lui veut. Et ils sont vraiment en décalage par rapport à leur sexualité, où ils ont du mal à s'exprimer dessus, où ils ont du mal à communiquer sur leurs envies et leurs désirs. Et du coup ils font appel à Mélanie Rose pour, réaménager un petit peu leur chambre à coucher, qui est la définition de la déprime, je pense, Mina. Oh, non mais c'est clair, et déjà en plus d'avoir des personnalités différentes, ils ont aussi des styles très différents, et du coup ça se voit dans la chambre parce que ils ont rien fait pour mettre un peu de personnalité là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu bohème, et lui il est très classique, très très haut de gamme. Donc au final on se retrouve avec une chambre on dirait qu'elle n'est pas finie. Il y a juste un mur blanc, ils accrochent rien sur les murs parce qu'ils ont vécu en colocation pendant des années, donc ils osent pas fixer des choses sur les murs alors que cette maison leur appartient et qu'ils l'ont achetée. Ils ont un matelas à même le sol. Donc voilà, Mélanie elle est un petit peu choquée et elle explique des trucs un petit peu d'éco-techniques que moi je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai appris grâce à Mélanie que quand on entre dans une chambre, il faut voir le lit tout de suite dès qu'on ouvre la porte. Il faut qu'il nous attire. Et c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que eux, ils ont mis la chambre de manière à ce que quand tu entres, tu la vois même pas. C'est terrible. Mais comme tu dis, on dirait les trucs en travaux. Tu sais, t'es en train de mettre ta maison en travaux, de faire les travaux, et tu sais que la chambre va être aménagée, et du coup, tout est en bordel. Enfin, pas en bordel, mais tu vois, t'as mis le strict minimum dans une pièce avec les matelas au sol, et t'attends que les travaux passent. Sauf que eux, les travaux, c'est toute leur vie. Donc, c'est bien qu'ils fassent appel à Mélanie Rose. Au niveau du mood board, on va partir sur un endroit un petit peu zen et spa où ils peuvent bien se sentir. Une impression de chambre d'hôtel quand ils partent en vacances, avec un aspect sur des sensations nouvelles. Donc on va partir dans de la découverte de sextoys, de matières différentes, etc. Un endroit cosy où ils peuvent ramener pas mal de romantisme. Mélanie continue en sortant son fameux sac à trésor. Elle va d'abord sortir de quoi se mettre des petites fessées et des petits fouets. Donc elle a un fouet, un martinet, avec lequel ils sont plutôt OP. Voilà, ça a l'air de les tenter. On a ensuite une plume avec lequel ils sont très OP. Surtout Raj, qui est très, comme tu disais, dans la sensation, dans le ressenti. C'est elle qui avait parlé de tout cet espace un petit peu massage, relaxant. Et ensuite, elle va sortir des menottes avec lesquelles Ryan n'est pas du tout OK pour l'instant parce que il a été un petit peu traumatisé dans son enfance, parce qu'il a grandi dans un quartier un petit peu chaud avec beaucoup de drogue et donc les arrestations des flics et compagnie. Il en a beaucoup vécu et clairement, Ryan n'associe pas les menottes à sa sexualité. On rentre dans la phase design où Mélanie nous montre un petit peu en 3D comment elle va aménager la chambre. Donc on a quand même une très très grande chambre. Elle parle d'ajouter une fausse cheminée, de jouer sur les textures en mettant de la moquette, du velours, des tapis, des plumes. Et du coup, là, on va passer à l'épisode 2, mais bon, en fait, tous les couples s'entrecoupent les uns les autres. Nous, on vous les passe d'une traite, comme ça, on vous dit exactement ce qu'il en est. Mais du coup, dans l'épisode 2, on va passer à la partie coaching. Mina, que se passe-t-il pendant cette partie coaching pour renouer un petit peu les liens et le désir entre Raj et Ryan? Alors, Mélanie les emmène à un atelier Dirty Talk. Je trouve ça incroyable. En gros, son objectif, c'est de les aider à communiquer sur le sexe, qu'ils arrivent à exprimer et à parler de leurs désirs. Donc en gros, ils vont dans un espèce de studio d'enregistrement où les deux vont être séparés dans 2 cabines différentes, les yeux bandés, et à la régie, Mélanie va communiquer avec eux et leur demander de répéter des mots en imaginant regarder son ou sa partenaire dans les yeux. Donc elle va commencer de manière un petit peu soft avec du « je t'aime »,« je te veux », et puis ça va commencer à monter de plus en plus en température avec « j'ai besoin de te sentir en moi »,« attrape-moi les cheveux ». Et
pour le coup, Raj, elle joue bien le jeu. Voilà, elle est un petit peu à fond. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Ryan, qui est quelqu'un de très terre-à-terre et qui a un petit peu du mal à lâcher prise. Quand Mélanie lui demande de répéter des choses comme « j'adore sentir ma queue dans ta bouche », il n'arrive pas du tout à le dire. Au bout d'un moment, Mélanie aussi va s'adapter à lui, elle va lui dire « bah vas-y, dis ce que tu as envie de dire, dis-lui ce que tu as envie de lui faire ». Et donc il va commencer à lui parler seul. Et il n'arrive pas à dire de mots crus, voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire de vulgarité. Mais par contre, il va essayer de lui expliquer, qu'est-ce que je vais te faire, je vais te retirer ton haut, je vais t'embrasser dans la nuque. Donc voilà, il est beaucoup plus soft, mais en tout cas, ils ont réussi à trouver un espèce de terrain d'entente et à lâcher prise pendant cet atelier. Et ils se rendent compte à la fin, et en tout cas Ryan se rend compte à la fin, que ça lui manquait en fait de parler comme ça à sa femme. C'était un des ateliers les plus touchants que j'ai vus, et je pense que c'est un des couples les plus touchants aussi. Ils sont vraiment adorables, ils ont vraiment une connexion, ils ont vraiment envie d'être ensemble. En fait, ça sent qu'ils s'aiment. Et je trouve ça trop mignon. C'est peut-être le couple où tu sens vraiment qu'il y a le plus de connexion, il y a le plus de liens entre les deux, qu'ils ont vécu des trucs pas faciles et qu'ils sont toujours ensemble malgré tout et qu'ils s'aiment et qu'ils veulent que ça se passe bien. Enfin, même la demande de la chambre, tu vois, de se dire, on veut vraiment renforcer le romantisme entre nous, le désir, notre sexualité. Je trouve qu'ils sont profondément humains. C'est peut-être mon couple préféré de la sélection en vrai. Et on se retrouve pour le résultat. Donc la chambre, elle est séparée en 3 espaces différents dans une seule pièce. On a la Sensation Area avec des sortes de petits poufs, des canapés en moumoute, la fausse cheminée, vraiment une ambiance cosy pour se chauffer au coin du faux feu. On a le living space avec un canapé simple, un peu côté lounge, un peu pour se détendre, je pense, pour commencer à parler, échanger, pour plus être dans la communication sans forcément se chauffer. Et on a la partie The Bed, le lit, recouvert de plumes, avec toute une étagère à sextoy à côté, recouvert de plumes d'autruche, enfin voilà, vraiment l'aspect sexuel, érotique, où Raj va découvrir un womanizer qu'elle ne connaissait pas, donc écoute, comme quoi le womanizer n'est pas aussi connu qu'on le pense. Mais voilà, c'est un petit peu la découverte de pas mal de sextoy pour Raj, mais le couple semble ravi, dis donc, des aménagements de Melanie Rose. Ouais, c'est clair, ils sont complètement heureux et ils sentent que, eux, ils voulaient pas une sex room pure et dure comme le couple précédent où on était sur un lieu pour faire que du sexe et expérimenter un petit peu le côté BDSM. Là, ils sont plutôt contents parce qu'ils ont un espace élégant. En fait, c'est plus romantique que sexuel. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors, encore une fois, trop de cadres rouges qui viennent de la farfouille, avec des bouches rouges, mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Et je trouve que c'est pas mal, en fait, t'as envie de vivre là, ça fait un peu mi-salon, mi-chambre. Mais après, moi, ce qui me dérange, c'est que tu vois, ça va être le côté de la sex room. Moi, j'aime bien l'idée de la sex room comme une chambre où c'est ta vie sexuelle. Bon, pas toute ta vie sexuelle, t'as le droit de ken dans ton lit quand même parce que t'es chez toi. Mais c'est une pièce qui est dédiée à ça. Là où tu vois, je vois la chambre, je fais, ok, la chambre, elle est vraiment originale et adaptée. Encore une fois, c'est pas la plus originale et adaptée qu'on va voir dans cette sélection. Mais quand même, tu vas vivre dedans. Ça va être ta chambre dans laquelle tu vas te retrouver tous les jours dans cette espèce d'ambiance. Moi, je me dis, à force d'y aller tous les jours, est-ce qu'il y a un moment où la magie ne va plus opérer ? Tu vois ce que je veux dire ? Là où une chambre, une sorte de sex room qui est dédiée, tu vas pas vivre dedans, tu vas pas te coucher dedans tous les soirs avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Et du coup, t'as plus cet aspect de on est là pour ken, et du coup, c'est une chambre un peu spéciale. Là où la chambre à coucher, c'est un truc où tu te retrouves tous les soirs, tu peux être fatigué, etc. Et je me demande si ça peut pas saouler les gens au bout d'un moment quand c'est une pièce dans laquelle tu passes vraiment littéralement toutes tes nuits. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème de la sex room, c'est que moi, j'ai l'impression que est-ce que l'investissement en vaut la chandelle, tu vois, parce que c'est quand même une pièce entière dédiée à ça. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement, c'est quand même une perte d'espace énorme pour juste ken. Et alors, je ne connais pas la fréquence de sexe des gens, mais en général, tu y vas pas tous les jours. Alors après, c'est vrai que le côté exceptionnel est pas mal, mais je me demande si ça vaut vraiment le coup d'investir dans une pièce complète dédiée au sexe pour n'y aller que une fois de temps en temps, par mois, enfin tu vois, je sais pas à quel niveau, enfin je sais pas, moi il y a le côté investissement, rentabilité qui me pose vraiment question. Après je peux comprendre effectivement que avoir un espace sexuel dans sa chambre, ça peut lasser au fur et à mesure et au final tu finis par ne plus le voir et à ne plus l'interpréter comme un espace où t'es censé un petit peu te reconnecter avec ton couple. Eh bien écoute, tu parles de pourquoi faire une sex room et je trouve que la question est très bien répondue avec le 3e couple. Il s'agit de Anna et Wesley. Anna et Wesley sont en couple depuis un certain temps et ils ont un petit garçon de 3 ans et malheureusement ils ont plus autant de temps qu'avant pour passer des moments intimes ensemble. Ils veulent une sex room pour renouer avec leur intimité car un enfant ça prend du temps, ça prend de l'espace et ouais, en l'occurrence cet enfant il prend quand même beaucoup d'espace quand on fait le tour de la maison. C'est clair.
Pendant la présentation de la maison, Mélanie va se rendre compte que en fait, la chambre à la base dédiée pour l'enfant est devenue la chambre avec juste un énorme trampoline dedans. Parce que voilà, le couple avait voulu lui offrir ça à ses 3 ans. Sauf qu'ils ont toujours eu la flemme de le mettre dans le jardin, donc ils ont juste mis un énorme trampoline dans la chambre, ce qui fait que le petit a son lit dans la pièce des parents. Ce qui fait qu'en termes d'intimité, on est quand même loin de l'idéal, puisque tu n'as plus du tout de vie de couple, puisque ton enfant dort dans la même pièce que toi. Donc clairement, là c'est vrai qu'avoir une pièce dédiée au sexe pour ton couple, c'est quand même l'idéal. Et ils ont la chance parce qu'ils ont un lieu tout à fait adapté qui se trouve au sous-sol, encore une fois. Et c'est l'heure de passer au mood board. Alors au niveau du mood board, on va partir dans un esprit un petit peu cabane dans les bois, qui correspond à Anna et Wesley parce qu'ils ont vécu à la montagne. On va également partir sur quelque chose qui est très intéressant, qui est que Anna est beaucoup plus petite que Wesley. Et du coup, c'est un problème dans leur vie sexuelle parce que les positions qu'ils peuvent faire sont assez limitées. Ils décrivent eux-mêmes leur vie sexuelle comme étant assez vanille, assez réduite à 4 positions, c'est-à-dire le fameux, l'unique, le seul missionnaire, le doggy style, l'Amazon où vous êtes on the top, mesdames, et la position où tu es allongé par terre, tu lèves la jambe et vous faites ce que vous avez à faire. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc du coup, voilà, ils ont également en tête de pouvoir essayer de compenser par des meubles ou des accessoires cette fameuse différence de taille. Il y a également un petit délire avec la douche, où ils ont très envie de pouvoir faire l'amour dans la douche et que le petit espace qu'ils ont dans leur maison en tant que douche ne suffit pas. Et dernier élément, ils ont envie de s'essayer un petit peu à la domination, particulièrement Anna en tant que dominatrice. Donc ils sont vraiment dans cet esprit de découverte. En termes d'accessoires, ils n'ont jamais trop essayé d'accessoires, mais heureusement, Mélanie a son petit sac à trésors. Et donc on va partir sur un fouet, avec lequel ils ont l'air plutôt hypés, et un plug anal avec lequel ils sont un petit peu moins hypés, même si Anna est beaucoup plus dominante, c'est elle aussi, elle l'exprime pas mal, c'est que c'est elle qui va mener un petit peu l'acte sexuel, c'est elle qui est un peu initiatrice, elle est beaucoup plus active sexuellement que lui, et encore une fois on se retrouve avec un couple hétéro où c'est la femme qui est beaucoup plus dominante sexuellement, et ça je trouve ça vraiment très cool, surtout que lui nous apprend aussi qu'il a une éducation religieuse qui fait qu'il a eu pas mal de sermons sur l'abstinence pendant sa jeunesse, du genre si tu fais l'amour ton sexe va tomber. Mais après, on a quand même un couple qui est assez intéressé à s'ouvrir à des nouvelles choses. Du coup, on passe à la séance de coaching et Mélanie les emmène voir Mistress Davy, une dominatrice tout en cuir vêtu, qui est en train de faire une petite session avec son soumis numéro 46. Donc du coup, on la voit un petit peu fouetter, un petit peu soumettre, donner des ordres, ce que Anna semble aimer, mais Wesley, c'est un petit peu trop pour une première fois, ce qu'on peut comprendre. Maîtresse Davy et Mélanie vont se concentrer plutôt sur des meubles et des objets qui pourraient les intéresser, dont une chaise tantrique qui pourrait répondre à leurs problèmes de différence de taille, une sorte de table pivotante où Anna va s'allonger et vous voyez, c'est une table où tu peux pencher d'un côté et de l'autre et vous pouvez faire ce que vous avez envie. Et il y a un premier essai au shibari avec Anna qui se retrouve ligotée et ils ont l'air de bien kiffer. Ouais, carrément, c'est trop mignon parce que du coup, c'est la dominatrice qui va ligoter Anna et son mec, il l'attire vers elle en tirant sur la corde et tu sens que ce petit geste, ça les titille tous les deux. Ils sont tous les deux excités et c'est très mignon de voir ça. Et c'est vrai que tout ce mobilier, il est plutôt positif par rapport à eux. Ils ont l'air d'être plutôt conquis par tout ce qu'ils viennent de découvrir. Et notamment le fauteuil tantrique, je trouve que c'est une très belle découverte. C'est un truc qu'on voit souvent dans les films porno d'ailleurs. C'est un espèce de fauteuil vague. Enfin, c'est très bizarre. Vous pouvez le trouver sur Google en tapant fauteuil tantrique. Mais c'est un truc qui, je trouve, très sexy. Et il s'assoit dessus, elle s'assoit sur lui. Et voilà, donc ils testent un petit peu. Et pour l'instant, ils ont l'air plutôt hypés par tout ça. On passe au résultat. Et franchement, déjà, faut dire, la sex room ne sera pas l'entièreté de la cave, mais seulement une partie. Du coup, ils vont construire un mur avec une sorte de fausse étagère qui est en fait une porte dérobée. Et déjà, j'aime trop ce concept. Je trouve vraiment cool parce que, franchement, tu rentres dans la cave, je vois pas une porte. Vraiment, c'est très très bien fait. Et quand vous entrez dans la sex room, vous avez une immense salle de bain, vraiment un côté salle de bain avec une douche mais énorme qui a été faite. Et ça donne trop envie d'aller dedans, franchement. C'est hyper réussi. Vous avez tout un espace de découverte avec plein d'accessoires, de la lingerie, des cordes, la chaise tantrique, des fouets, des sextoys. Enfin, franchement, je trouve que c'est la sex room que je préfère, je pense, de toute la sélection parce qu'elle est assez, polyvalente. Il y a plein de fantasmes que je pense qui peuvent être assouvis. Et au niveau des accessoires, au niveau de vraiment tout ce qui est mis à leur disposition, ça reste dans un esprit très simple, mais tu vas quand même pouvoir aller dans la découverte un peu BDSM, shibari, tout en restant un peu soft si tu le souhaites, mais en pouvant pousser un petit peu loin à partir du moment où ça te plaira.
On a une croix de Saint-André aussi en version table inversée, comme ça ils peuvent l'incliner à 180 degrés, qui est faite sur mesure par rapport à leur différence de taille. On a un mur à cordes, on a un faux mannequin pour qu'ils puissent s'entraîner au shibari. Franchement, je suis d'accord, moi c'est peut-être celle que je trouve la plus sexy. En fait, c'est-à-dire qu'elle ressemble pas au cliché qu'on s'imagine d'un donjon sexuel, d'une chambre pour le sexe. On est sur quelque chose d'un petit peu détente aussi. La partie grande douche, la douche a l'air géniale, franchement. Elle est immense, t'as vraiment envie de passer ta vie dedans. T'as plein de petits fauteuils, enfin t'as l'impression que tu peux juste aller dans cette pièce aussi pour siroter un verre de vin, tu vois, un peu tranquille, et plus si affinité si vous voulez. Mais c'est pas juste une chambre de sexe, vraiment que c'est un espace pour se retrouver aussi. Et on passe au 4e couple, Orlando et Matthew, qui est un couple d'hommes qui a la particularité de vivre une relation à distance. Ils se voient environ une fois par mois et ils pratiquent beaucoup le sexe par téléphone ou par webcam. On est sur l'appartement de Matthew, qui est entrepreneur. La difficulté aussi pour le couple, c'est que en fait, c'est l'appartement de Matthew, justement. Donc Orlando, quand il vient une fois par mois, il a un petit peu du mal à s'approprier cet appart. Donc ils veulent se créer une pièce qui puisse être dédiée à leur couple, qui appartient à eux deux. Et ils vont trouver cette pièce dans un espèce de petit salon qu'ils ont aménagé, mais qui est un salon un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire que il y a une télé, un coin bureau, mais c'est surtout le bazar, c'est-à-dire c'est là où tu déposes le manteau des invités, c'est là où tu déposes tes valises quand tu veux les ranger. Donc voilà, ils veulent transformer cette pièce en sex room. Au niveau du mood board, ils demandent quelque chose de très esthétique. Comme Mina l'a dit auparavant, ils sont vraiment dans une déco très stylée, très luxe, ce qu'ils veulent paraître luxe, parce qu'ils disent que s'ils ont une déco cheap, ils vont sembler cheap, ce que je peux entendre comme argument. Très important, la possibilité de se filmer. Comme tu le disais, Mina, c'est vraiment essentiel dans leur relation, dans le sens où ils aiment bien se filmer chacun de leur côté quand ils sont pas ensemble et s'envoyer des photos, des vidéos, tout comme ils aiment bien déjà se filmer pendant leur vie sexuelle et se renvoyer des instants, des vidéos, des choses comme ça, pour se souvenir des bons moments. Ils veulent une chambre qui respire le luxe en noir, donc quelque chose de trop sombre sans tomber dans le classique donjon BDSM, avec, un esprit déco un peu Tom of Finland, qui est un peintre vraiment très iconique dans la culture gay, qui a l'habitude de peindre des hommes en cuir moustache. Et justement, ils veulent du cuir avec une petite exploration du BDSM auquel ils ne sont pas vraiment initiés jusqu'à présent. On passe à l'atelier qui est un atelier photo pour le coup, qui va être inspiré donc de Tom of Finland, dont ils admirent vraiment le travail et les représentations de la masculinité. Donc comme tu disais, ils vont devoir porter du cuir, du noir, pas de moustache, mais des harnais, des chokers. Et ils vont chacun à leur tour être pris en photo par un photographe professionnel, en noir et blanc, chacun à leur tour, et puis ensuite à deux, où ils vont jouer sur le côté un petit peu domination, soumission de l'un ou de l'autre. Et on a des très jolies photos, qui seront utilisées d'ailleurs pour le résultat de la chambre, enfin de la pièce de la sex room. Donc je suis très contente. Non mais ça rend bien, et justement on a le résultat. Voilà, on va plutôt vite sur ce couple parce que c'est vrai que ça va vite, je crois, de manière générale dans l'émission. C'est pas un couple qui a de gros problèmes. Ça va être un peu comme le premier couple, Taylor et AJ. Ils vont plus être dans de la recherche, tout va bien dans leur couple. Il n'y a pas un truc à crever, un abcès à crever, un problème à surmonter. Eux, c'est juste pallier à quelque chose qui leur manque, entre guillemets, donc c'est pas forcément un couple sur lequel on va beaucoup s'attarder. Mais au niveau du résultat, franchement, c'est hyper cool. Vous êtes dans une salle qui est très masculine, tout en noir, avec du papier peint croco noir, avec des meubles en cuir, des suspensions au plafond, une petite webcam qui est posée pour pouvoir filmer l'ensemble de la pièce. La chambre, elle est hyper cool. Par contre, alors moi, ça va être mon petit côté Sims 4. J'aurais pas mis la table basse en verre comme ça au milieu parce que je trouve que ça bouffe très clairement de l'espace. Et je trouve qu'en verre, tu peux facilement la péter. Voilà, c'est mon avis. J'aurais pas fait ça. Mais sinon, franchement, la chambre, elle ressort hyper bien. Avec des photos d'eux, toutes les photos du photoshoot au mur. Enfin, je trouve cet espace très personnel, très bien aménagé. Et en termes d'espace, je trouve que c'est très idéal en fait pour une sex room. Toi qui disais que est-ce que l'investissement en vaut le coup ? Je trouve que pour une chambre de cette taille-là, oui, il en vaut le coup. Je trouve pas que ce soit assez gros ni trop petit. C'est vraiment un espace très, très cool. En tout cas, moi, ça correspondrait peut-être à ce que je souhaiterais si je voulais une sex room. Je suis d'accord, quitte à avoir une chambre absolument dédiée que au sexe, je trouve que cette pièce, en termes de taille et de proportion, elle est vraiment idéale. C'est-à-dire que c'est pas trop, et c'est juste ce qu'il faut pour faire du sexe sur un canapé, du sexe sur la vitre, parce qu'il y a aussi une immense baie vitrée. Moi, je trouve que c'est vraiment l'investissement, pour le coup, en vaut peut-être la chandelle, j'avoue. Et je suis d'accord que c'est une des meilleures chambres que j'ai vues, notamment le fait qu'on ait les portraits du couple qui sont imprimés, qui sont encadrés et qui sont sur toute la pièce. Du coup, déjà, ça personnalise le truc et c'est vraiment leur pièce à eux. Et moi, je trouve ça très touchant et très beau.
Et non, sinon pour moi c'est un 10 sur 10, je trouve que c'est vraiment pas mal, sauf le coussin avec la bouche qui lui chute, ça c'est un non. Mais ils ont aussi une immense armoire vitrée avec plein d'accessoires, des bâillons, des plugs, enfin encore une fois leurs accessoires sexos sont refaits par l'émission. Donc pour moi c'est plutôt positif. C'est vraiment du bien dark, tu vois, ça me fait un petit peu rire parce qu'il commence au début en disant des chambres comme 50 Shades c'est un no-go. T'as envie de dire franchement la différence avec la vôtre c'est juste qu'elle est toute noire et qu'elle est pas rouge, tu vois. On va passer au 5e couple, Shinika et Matthew, un couple hétérosexuel là encore, et Mélanie va avoir du pain sur la planche. Shinika et Matthew ont 3 enfants et le 3e enfant qu'ils ont fait, qui est une petite fille toute jeune, les a bien épuisés. Il y a de quoi, je pense, 3 enfants. Et pour tenir les finances, ils en sont rendus au point de cumuler 4 jobs à eux deux. Donc ils ne se voient quasi plus, en plus d'être épuisés par leur journée de travail, et ils veulent restaurer leur intimité. Déjà, ce qui me casse les couilles, c'est qu'on arrive dans la maison, t'as la gosse qui hurle à tout va. En fait, t'as un focus pendant 5 minutes, t'entends la gosse qui vient les voir, qui fait « Eh, t'es qui ? Et tu fais quoi ? Et tu peux monter ? Eh, ça va ?» Je fais « Non mais, virez-moi cette gamine, une balayette, quelque chose comme ça, je n'en peux plus. » Ou tu l'entends gueuler en fond, je fais « Rien que l'émission, c'est le bordel, mais qu'est-ce que ça doit être dans la vie de tous les jours, quoi ?» Ils ont l'air un petit peu dépassés quand même par la situation. Tu sens qu'ils sont... Après, ils accueillent avec le sourire Mélanie et ils sont contents justement de la voir parce qu'ils ont plein de projets en tête et ils ont envie de... On sent qu'il y a l'objectif de réunir le couple et qu'ils puissent se retrouver parce que depuis qu'ils ont 3 gosses, c'est plus possible. Et déjà, le couple va leur faire la visite de leur chambre qui est un carnage. Ouais. C'est-à-dire que... Alors déjà, je pense que ce qui marque le plus quand tu rentres dans la chambre, c'est le lit qui est entouré de 4 énormes piliers en bois parce qu'ils aimaient bien le côté un petit peu royal. Sauf que c'est dégueulasse, c'est immonde, ça bouffe toute l'énergie de la pièce, comme dit Mélanie. Alors, si particularité, ils ont 2 télés dans la chambre, de chaque côté de la pièce, pour que chacun puisse faire ses propres trucs. C'est-à-dire qu'ils sont dans le lit, t'en as un qui va jouer aux jeux vidéo et t'as l'autre qui va regarder ses séries. Et surtout, je suis désolée, mais la chambre, elle est recouverte de linge sale dans tous les sens. C'est un bordel sans nom. Et la chambre donne également sur un grand placard, un grand closet, où là aussi c'est le bordel, quoi. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Je vois pas comment tu peux créer de l'intimité dans un tel bordel, quoi. C'est comme si t'allais, au Kilo Shop et que tu disais c'est ma chambre à coucher et ça tout va être sexy. Tu fais, non, c'est juste un gros bordel où t'essaies de choper ton plus de jeans pour le payer 15 balles le kilo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Et là, quand ils parlent un petit peu de leur couple, on se rend compte que, il n'est pas seulement question de recréer de l'intimité, mais qu'il y a vraiment eu un écart qui s'est creusé entre deux et que là, on est en train de parler quasiment de sauver leur mariage, quoi, parce qu'ils kennent plus et qu'ils ont plus aucune intimité. Et que quand t'as plus d'intimité, que t'en es au point de séparer les télés dans la chambre pour ne pas faire les mêmes activités, y a un problème, quoi. Je suis complètement d'accord et je trouve que ce qui est assez triste, c'est quand Shinika explique que, voilà, pour elle, un mariage, c'est forcément du sexe, ça fait partie du contrat, et elle comprend qu'il se sent seul ou négligé. Ce à quoi son mari répond que oui, il se sent seul et négligé, et je trouve que là, il y a déjà un énorme travail à faire, c'est très triste à voir, et après, ils ont pas l'air méchants du tout, mais ils ont l'air de pas du tout avoir eu de discussion là-dessus, et on dirait qu'ils subissent un petit peu leur vie d'aujourd'hui. Ils veulent un petit peu remédier à ça via Mélanie Rose, par sur peut-être le mood board. Avant la partie moodboard, en fait, on va pas avoir de séance de coaching pour ce couple-ci parce qu'il y a beaucoup trop de boulot à faire. La séance de coaching va être en fait une discussion avec Mélanie Rose. Elle va d'abord prendre Shinika à part pour un petit peu échanger sur ses envies, ses besoins, parce que ça a l'air d'être un peu flou des deux côtés. Et Shinika avoue ne pas être certaine d'avoir déjà eu un orgasme dans sa vie. Ce qui choque un petit peu Mélanie Rose et ce qui est très très triste, quoi, parce que tu vois qu'il y a de l'amour encore une fois dans ce couple, mais que déjà s'il n'y avait pas de connexion sexuelle dès le début de leur couple et qu'il n'y en a pas alors qu'ils ont fait 3 gosses, ça va être compliqué. Ensuite Mélanie va prendre Matt à part en lui parlant de point G, où tu vois que Matt il lui ramène un petit livre, je crois que c'est comment utiliser le point G, enfin voilà, un livre sur le désir, enfin le plaisir féminin. Mais c'est encore compliqué, quoi. Même Matt, il est pas capable de dire s'il a déjà donné un orgasme à sa femme, donc on part de très très loin. Et moi, tu vois, quand je vois ça, ça m'attriste un peu de 1, et de 2, je suis pas sûre qu'une sex room, c'est ce qui va vraiment résoudre le problème, quoi. C'est ça vraiment tout le problème, c'est-à-dire que ça va mettre un petit peu de vernis, ça va être un petit peu sympa, mais déjà, il va falloir que eux deux apprennent à discuter et avoir, faire part chacun de leurs désirs, de ce dont ils ont envie, et puis il va falloir gérer les gosses, tu vois. Je sais que c'est pas facile d'éduquer des enfants, mais je veux dire, même si t'as une super chambre qui invite à la sexualité, à la sensualité, à l'érotisme, si t'as 3 gosses qui passent leur temps dans ton lit affalé avec leur linge partout, ça changera pas plus de choses d'avoir investi et d'avoir fait appel aux architectes du désir.
Après, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une émission qui met en avant le fait que des femmes ne connaissent pas l'orgasme, que c'est un problème, qu'il y a un problème de communication dans les couples. Donc c'est très cool, mais c'est vrai que c'est très triste de voir ça pour Shenika. C'est un peu triste et c'est pour ça qu'au niveau du mood board, Mélanie va vraiment s'axer autour de les réunifier, vraiment qu'il y ait un lien, une connexion à nouveau entre eux deux, pas seulement sexuelle mais également une intimité qui se crée. Alors, ils vont essayer de transformer le closet, le placard, la penderie en une espèce de grande salle de bain, un peu ambiance steam, avec de la vapeur, un peu à la Titanic dans la voiture. Alors, j'ai noté renforcer le côté sexy lady. Donc, je pense, ah oui, c'est vrai, parce que Shenika, en fait, elle a une grosse collection de chaussures et elle parle un petit peu de striptease, de danse, ce genre de choses. Donc, Mélanie va évoquer le fait de pouvoir mettre une barre de pole dance dans la chambre. Et au niveau de la déco, on va partir sur du purple bling, un petit peu façon Las Vegas, un petit peu sexy. Donc, moi, ça m'a fait un peu peur dans un premier cas. Ensuite, il y aura la révélation et surtout des sextoys pour pouvoir explorer leur vie sexuelle qu'ils n'ont jamais l'air d'avoir exploré jusqu'à présent. Et pour la partie révélation, alors je sais Mina que tu l'as pas vue parce que t'as pas regardé l'épisode d'après parce que la révélation se fait dans le 4e épisode, mais moi je l'ai regardé du coup juste cette partie-là. Et du coup, le résultat est hyper cool, on est vraiment sur un Las Vegas hyper bling bling avec une salle de bain ouverte, vraiment une grande douche, tu vois le papier peint au mur c'est du velours à motifs, avec un énorme miroir au plafond avec lustre et une barre de pole dance au milieu de la chambre. Après voilà, cette chambre elle est vachement à thème, moi je la kiffe, franchement je veux une chambre comme ça, mais encore une fois j'ai reposé la même question que l'autre couple qui a refait sa chambre, c'est que là c'est encore plus exagéré, t'es encore plus dans une thématique extravagante et je me dis ok, est-ce que tu veux vraiment te coucher dans cette chambre hyper bling bling, hyper Las Vegas tous les soirs? Et je ne suis pas sûre et je suis pas sûre que ça va résoudre leurs problèmes pour être totalement honnête. Après quand tu vois que ça fait des années qu'ils arrivent à dormir avec ces énormes piliers en bois autour d'eux, je pense que ça les choquera pas. Ouais, mais là, c'est 4 piliers en bois. Là, je te parle de vraiment toute une chambre avec des trucs dorés, des lustres au plafond. Enfin, tu vas te coucher devant ton lit, t'as une barre de striptease tous les soirs quand tu vas te coucher. Ouais, c'est vrai que la barre de striptease, parce que leur chambre n'est pas très grande non plus, donc je pense que ça doit bouffer pas mal de place. Mais alors moi, j'ai vu les épisodes d'après, mais il y a longtemps, donc c'est vrai que je m'en souviens plus très bien. Mais moi, je crois que c'est pas mon délire. Hein. Déjà, il y a du violet, il me semble. Ce que je trouve un petit peu agressif pour une chambre, mais bon, ça c'est mon goût personnel. Et ouais, effectivement, est-ce que t'as vraiment envie de dormir dans un truc qui ressemble à ça? Je sais pas, parce que c'est très exagéré, mais ils ont l'air d'aimer ce côté très bling bling, donc après ça répond à leurs attentes. Et après, il y a un autre truc qui m'interroge, qui me turlupine, c'est qu'ils ont des gosses qui ont l'air de s'infiltrer un petit peu partout. Là, je me dis, comment est-ce que papa, maman, ils vont justifier cette chambre? Comment est-ce qu'ils vont faire pour que les gosses ne viennent pas foutre le bordel partout? Et ça, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas une question de coaching, c'est pas une question de sex room et ça va être compliqué, je pense, pour eux qui sont très rapidement dépassés pour leurs enfants. Je trouve que la sex room ne résout pas vraiment leurs problèmes. Peut-être que ça va les aider, mais je trouve qu'il y a tellement de bordel en dehors, même le fait, tu vois, qu'ils cumulent 4 jobs à eux deux, c'est pas faire une sex room et rentrer épuisé le soir qui va les aider, quoi. C'est clair, surtout que lui, il est camionneur et donc il travaille de nuit. Donc déjà, t'as un autre problème à régler, c'est la différence de vie parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes horaires. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler afin de pouvoir profiter de cette chambre, je pense, en tant que chambre sex room. Parce que t'as les gosses, t'as leur relation à eux qui est quand même au bord de... pas du divorce, mais bon, ils ont l'air de plus se supporter et de vivre ensemble parce que ils sont mariés que d'être ensemble par amour. Enfin non, ils sont amoureux, mais bon, voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué la communication. Et plus, gérer les gosses qui passent leur temps à s'infiltrer dans leur lit, quoi. Si vous avez bien aimé déjà tout ce qu'on vous a raconté, sachez qu'il vous reste 5 épisodes des Architectes du désir à découvrir. Et petit teasing pour le couple suivant qui est un petit peu particulier parce qu'on va suivre en fait un couple qui est en polyamour. Donc Mélanie Rose va devoir prendre en compte toutes les envies et les besoins de l'ensemble des contributeurs de cette relation polyamoureuse. Et j'ai commencé un peu à la regarder, je trouve ça hyper intéressant, j'ai vu le résultat et franchement... C'est dommage qu'on l'analyse pas dans cette émission, mais on va vous le laisser aller voir ça parce que c'est hyper intéressant tant sur les relations polyamoureuses que sur comment aménager un espace sexuel pour non pas un couple, mais plusieurs personnes qui vivent une relation ensemble. En plus, il me semble que là, on est quand même sur un couple avec des pratiques sexuelles beaucoup plus poussées, un petit peu hardcore, beaucoup plus donjon BDSM. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des couples à la fois vanille et à la fois un couple des personnes en polyamour qui sont très avancées sexuellement et qui explorent beaucoup de choses. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît.
Alors si tu veux soutenir le N'importe Q, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer à la partie plus profonde de cette émission avec, dans un premier temps, écoutez, je pense que c'est la première fois qu'on a une émission sexuelle sur Netflix qui ne tombe pas dans la vulgarité et qui en plus nous apprend des choses en étant bienveillante. Complètement d'accord, moi je trouve que cette émission est vraiment géniale, à la fois parce que tu as une partie divertissement avec tout l'aspect très télé, décoration, animateurs, animatrices qui se taquinent un petit peu, qui font des vannes, tu as la partie aussi éducation et qui est trop top, enfin tu ressors vraiment de là en ayant appris des choses, que ça soit culturel, comme sur la croix de Saint-André, technique sur comment fouetter une personne sexuellement, ou même social, enfin tu vois toute cette partie avec Shenika, une femme qui n'a jamais eu d'orgasme, c'est vraiment hyper intéressant de parler de ça à la télé, enfin je dis à la télé mais sur Netflix. J'aime bien parce que je la trouve très bienveillante comme émission, c'est-à-dire qu'on est toujours en empathie, on se moque pas des participants, on n'en fait pas trop des caisses. Et voilà, je pense que le terme de cette émission, pour moi, ce serait un petit peu bienveillance. Je vais être sur le même avis que toi, sachant que tu vois, quand tu regardes habituellement sur Netflix, je trouve qu'il y a deux types d'émissions quand tu parles de sexualité. Tu vas avoir toutes les télé-réalités, c'est-à-dire où le sexe, c'est un peu le tabou, scandaleux, tu vois, genre l'émission dont tout le monde a parlé pendant un temps, tu sais, où tu mets des bonasses et des bonhommes sur une île où ils sont en mode non, faut pas se toucher, faut pas faire l'amour, faut pas s'embrasser, mais on est tellement sexy, hot. J'avoue, je l'avais gardé. C'est pas Too Hot to Handle? Si, c'est ça, Too Hot to Handle, t'as raison. Et toi, c'est ce genre d'émission où je pense qu'il y en a d'autres, hein. Moi, je t'avoue que je suis pas trop friande de ce genre de contenu, donc je les regarde pas. Et dans un deuxième temps, tu vas avoir tout l'aspect documentaire, c'est-à-dire où la sexualité, ça va être des dérives, ça va être Hot Girl Wanted sur le milieu des camgirls, où tu vas être en mode ils font un métier dangereux parce que c'est lié à la sexualité, il y a des dérives, c'est dark, attention, ne mettez pas vos enfants devant cette émission. Et du coup, tu vois, t'as pas d'émission de télé-réalité où tu vas retrouver une sexualité un tant soit peu normative, un petit peu lambda. Et je trouve que c'est ça qui est très rafraîchissant avec les architectes du désir, c'est que tu vas avoir des gens qui parlent de leur sexualité, qu'elle soit un petit peu coincée ou pas, mais de manière très simple, comme tu pourrais en parler avec un pote, et pour trouver des solutions sans en faire des caisses, comme tu dis, en étant vraiment en mode d'accord, ça c'est ta vie, ok, voici ce que je te propose, est-ce que ça te plaît, oui, non. Et je trouve ça vachement normatif en fait, c'est un discours qu'on devrait tenir de manière normale dans la vie de tous les jours sur la sexualité, et même dans des émissions. Je me souviens même pas en France avoir vu ça, quoi. Je trouve ça assez impressionnant. Et même hors Netflix, je trouve qu'à la télévision, on n'a pas non plus cette qualité d'émission qui parle de sexe. Par exemple, récemment, j'ai vu qu'il y a une émission qui s'appelait Good Sex, qui est américaine, où tu as une sexologue qui va aider des couples dans leur vie sexuelle en demandant aux participants de filmer leurs ébats. Et donc la télévision va diffuser quelques extraits, floutés bien évidemment, pour pouvoir créer la discussion entre la sexologue et les participants. Et tu vois, typiquement, ce genre de truc, je suis là en mode, c'est vraiment le voyeurisme de la télévision, mais bas de plafond, quoi, tu vois. Moi, je vois pas l'intérêt de diffuser à la télé des caméras floutées de gens qui font l'amour. Enfin, vraiment, si c'est pas juste pour exciter les gens et être en mode « Oh, regardez, oh, ils font l'amour ». Enfin, tu vois, ça n'apporte absolument rien. Et pareil, autre émission qu'il y a, c'est Sexbox, c'est une émission britannique où des couples viennent faire leur thérapie sexuelle sur un plateau, donc avec un grand public et des spécialistes. Sauf que la particularité, c'est que dans le fond du plateau, il y a une énorme boîte, une petite pièce dans laquelle le couple va devoir aller faire l'amour pendant que l'émission continue. Et puis ils reviennent ensuite pour débattre, débriefer ce qui s'est passé à l'intérieur. Et t'es là genre, putain, c'est fou quand même. La télé, ce qu'on te propose là, en termes d'émissions de divertissement, c'est quand même très bas de plafond. Et c'est vrai que du coup, je me demande si Netflix, en tout cas avec les architectes du désir, ça ouvre pas un petit peu la porte à des programmes bienveillants sur le sexe. Et moi, je trouve que ça manque, parce que là, on est sur un programme avec les architectes du désir qui est dans l'air du temps, qui est pas voyeuriste, qui est très bienveillant, qui montre aussi de la diversité. On a des couples hétéros, on a des couples gays, on a des couples polyamours. Enfin voilà, moi je trouve que vraiment, je veux croire que ça va ouvrir la porte à Netflix pour produire encore plus d'émissions de ce genre-là qui parlent de sexe de manière saine. Et surtout, tu vois, en France, où déjà la télévision parlait de sexualité, bon, si vous nous écoutez depuis 3 ans, vous vous rendez compte que parler de sexualité en France, c'est encore compliqué, même en 2022. Pour être honnête avec vous, même nous, en lançant cette émission, on pensait que c'était pas autant le cas, et on s'est pris un peu un mur dans la tronche en découvrant ça.
Et quand je regarde un peu les émissions qu'il y a à la télévision justement sur la sexualité ou autour de la sexualité, soit tu vas tomber dans les documentaires sordides, genre le complément d'enquête sur Jackie et Michel qui est sorti il y a pas longtemps, etc. Soit tu vas tomber sur d'autres émissions. Alors j'ai vu que la podcasteuse et humoriste Rosa Bernstein a commencé à faire une émission autour de la sexualité. Je t'avoue que je l'ai pas regardé, donc je vais pas trop me prononcer dessus, mais ça a l'air un peu rigolo, un peu sympa, un peu lolilol entre copines, on parle de sexualité. Et vous allez peut-être trouver aussi du Maya Mazorette, quoi. Mais Maya Mazorette, elle reste assez généraliste, elle reste un petit peu plus dans de l'actu et de la news autour de la sexualité. Et même ces documentaires désirent ce que veulent les hommes et les femmes. Je trouve que t'as un peu dans ce truc de c'est de la sexualité, oh il a dit sexe, il a dit que, c'est rigolo, tu vois, t'as un peu ce truc-là de... T'as l'impression de devoir, quand tu parles au grand public de sexualité, passer par cet aspect un peu tu vois, un petit peu, tu rigoles, un petit peu beauf, entre guillemets, pour décomplexer, mais je trouve que ça marche pas, en fait. Là où les architectes du désir, c'est juste des gens, tu dis bonjour, alors ça se passe comment votre vie sexuelle? Oh ça va, de manière générale, nous on est plus là-dedans, mais c'est vrai que ces temps-ci on a envie de plus ça, et tu fais oui, mais parlez-en tout simplement, quoi, en fait. Ouais. Juste dites les choses, arrêtez de prendre des pincettes, arrêtez d'enrober tout ça dans une sorte de glaçage de attention, c'est de la sexualité les enfants, donc attention à comment vous en parlez. Je fais non, parlez-en simplement. Vous pouvez parler de sexualité sans être vulgaire, sans dire moi j'aime bien qu'ils me fourrent sa grosse queue dans la bouche. Je fais non, moi j'aime bien la fellation et c'est tout, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc, même au niveau de communiquer sur la sexualité, et même dans les émissions avec Maya Mazorette et tout ça, on n'arrive pas à parler simplement de sexe. Je trouve qu'il y a vraiment un frein. Je n'arrive pas à savoir où est ce frein. Donc, c'est sans doute historique, lié à la religion, à la manière dont tourne la sexualité dans notre bel hexagone. Mais franchement, je trouve ça très regrettable de voir pour la première fois de ma vie, à 28 ans, une émission qui parle enfin simplement de sexualité et de me rendre compte que ce genre d'émission, je ne le reverrai pas aussi facilement sur d'autres médias, que ce soit sur Netflix ou la télévision française. À présent, on va parler pornographie parce que c'est quand même un petit peu notre domaine dans le n'importe qui. Et on va se demander où est-ce que les gens kennent dans le porno. Et au final, c'est souvent la chambre quand même. On va être la plupart du temps sur du porno amateur où ça va ken dans le lit. Il n'y a aucun mal à ken dans le lit, hein. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Mais c'est vrai que la notion de sex room dans la pornographie va pas être si présente que ça. On va avoir les amateurs qui vont ken dans leur lit, on va avoir... quelques actrices la plupart du temps qui vont avoir une certaine mise en scène. Je vais penser à Belle Delphine, je vais penser également au collectif de cosplayeuses Purple Beach dont on a parlé à plusieurs reprises dans des émissions fandom, qui vont avoir des sets un petit peu travaillés avec des néons, avec des lits ronds, avec du papier peint qui change, enfin voilà, vraiment tout un setup qui va s'adapter à leur environnement et qui fait que vous avez l'impression, un petit peu comme ces impressions de Twitch, tu sais, t'as une pièce dédiée à Twitch, elles ont une pièces dédouées au tournage, à la ken, et qu'elles adaptent au fur et à mesure et qui créent des ambiances qui sont hyper cool, je trouve, sans forcément avoir à renforcer des accessoires, des choses comme ça. C'est vrai que là, on est sur des personnalités un petit peu geek, un petit peu fantasy, et elles ont l'avantage de mettre en avant des petits goodies. Elles ont souvent une petite pièce assez étroite, donc t'as le lit, mais t'as quand même un beau décor derrière. Et alors moi, je trouve que c'est ça justement qui manque, c'est-à-dire que quand on parle de sex room, certes, il faut des accessoires, une croix de Saint-André, un banc pour fouetter, des menottes, des fouets, tout ce que tu veux. Mais en fait, il n'y a pas que les accessoires qui comptent. C'est pas juste une pièce vide que tu remplis d'accessoires. Il y a aussi de la déco, il y a aussi une ambiance. Et je trouve que ça, le porno n'arrive pas du tout à le faire. Enfin, en tout cas, je parle pas pour les filles que tu viens de citer comme Pepper Beach, mais par exemple, tout ce qui va être un peu grosse production américaine ou amateur un peu plus, juste un couple qui fait l'amour devant une caméra. Bon, je leur demande pas la lune, tu vois, ils font avec les moyens du bord. Mais par exemple, des productions comme Brazzers, Dippers ou Vixen, qui sont vraiment des très grosses prods, tu vois, c'est genre les immenses maisons à Los Angeles, c'est très carrelage blanc, mur blanc, canapé blanc, trop blanc déjà. Et en fait, c'est tout. Et même le lit, même la chambre, c'est un lit, 2 tables de chevet, et t'as pas de décor en fait autour. Et je trouve que c'est ça qui manque, et c'est ça qui fait que pour moi c'est pas des sex rooms. Certes, tu filmes des gens en train de faire l'amour, parfois ils utilisent des accessoires, mais en fait il n'y a pas ce soin apporté au décor, ce soin apporté à l'ambiance sexuelle, érotique, qui est vachement bien justement comme tu dis chez Pulper Beach, ou souvent des cosplayeuses qui ont, je vois tout à fait en plus quand tu veux dire ces genres de chambres Twitch, on dirait vraiment ça, juste un lit pour ken. Et je trouve que vraiment c'est dommage de pas faire plus attention au décor, parce que pour moi c'est ça aussi la sex room. Mais là on va rentrer dans un certain type de sex room qui est assumé, ça va être dans les pratiques BDSM, où en fait t'as l'impression que la sex room souvent elle est construite pour, alors comment dire, pas forcément cacher des accessoires un peu honteux, mais plutôt créer un environnement propice à certaines pratiques que tu ne vas pas faire dans la chambre à coucher. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais alors moi je trouve que c'est très difficile de dissocier sex room et donjon BDSM.
Et on le voit dans l'émission d'ailleurs, tous ceux qui ont créé une pièce dédiée pour le sexe, en fait, t'as que des accessoires BDSM. T'as des croix de Saint-André, t'as des menottes, t'as des fouets, et c'est très bien. Mais au final, tu retournes quand même dans ce type de pratique qui est beaucoup plus, qui est un petit peu plus hardcore, qui est quand même moins accessible, parce que il faut acheter des trucs, il faut, voilà, tout ça. Et du coup, t'as l'impression que si t'es toi dans un sexe qui n'est pas, t'as pas envie de trucs un peu BDSM, t'es plutôt dans du classique, du vanille ou enfin, juste normal, y a pas trop de normalité dans le sexe, vous m'avez compris. Mais du coup, t'as l'impression d'être un peu exclu et de pas avoir droit à ce genre de pièces. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est vrai que du coup, toutes les sex rooms qu'on voit dans le porno, souvent, je vais penser genre à Kinks, ces vidéos qui commençaient avec un énorme château. Et on est vraiment sur une pièce très très sombre, avec une table en bois au milieu et plein d'accessoires. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour moi, sex room, au final, t'en reviens à la chambre rouge de Christian Grey, le donjon BDSM. Oui, et t'as pas du tout cette notion de chambre romantique comme on a pu le voir dans Les Architectes du Désir, là où je suis contente d'avoir découvert dans cette émission que, tu vois, quand on parle de sex room, on parle pas forcément que de donjon BDSM, on va aussi parler de chambre à coucher, d'environnement plutôt intime et pas forcément dédié au BDSM, à des pratiques un peu hardcore, et je trouve ça plutôt revigorant d'avoir ce genre de version de la sex room dont je n'avais absolument pas idée auparavant, là où la pornographie va vraiment t'exposer des lieux vraiment pour des pratiques extrêmes, pour des pratiques dédiées et des endroits qui ressembleront vraiment, comme tu dis, à des donjons et pas à des chambres, quoi. Mais j'aurais bien aimé, et je pense que je vais continuer de regarder Les Architectes du Désir pour ça, voir s'il n'y a pas des chambres, pas des donjons ou des pièces dédiées, mais des chambres qui sont aménagées avec un côté un petit peu plus kinky. Tu vois, je me demande si... Est-ce que toi, t'as un peu souvenir ? Je sais que tu l'as regardé il y a longtemps, donc je te pose quand même la question. Alors, j'ai souvenir d'une chambre, en effet, qui est un petit peu kinky, avec des accessoires et tout, mais qui n'est pas un donjon. Et vraiment, c'est pas mal. Hein. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, et Mélanie Rose le dit, c'est que souvent, les gens associent les sex rooms à sexe, et donc à quelque chose de sale, de sombre. Et au final, même si on est toujours dans un délire un petit peu donjon BDSM, par exemple, le premier couple, on est quand même sur quelque chose de très lumineux. Même si c'est en sous-sol, c'est quand même... Enfin, dans mes souvenirs, c'est un peu blanc, voilà, il y a beaucoup de blanc, c'est pas du dark. Donc ça permet de compenser le côté BDSM pour avoir quelque chose quand même un peu d'accueillant. Et on va se poser une dernière question, c'est-à-dire un petit état des lieux des sex rooms en France, en avoir une, et le tabou de la chambre à coucher et des lieux dédiés au sexe. Sachant que déjà en France, bon, encore une fois, on va se répéter, hein, mais vous connaissez le refrain, en France, on n'aime pas parler de cul. Alors avoir des lieux dédiés pour le sexe, c'est un petit peu compliqué, et là-dessus, je me suis replongée dans le podcast de Lucille Bélan, Les lieux du sexe, que je vous conseille vivement. Elle explore dans plusieurs épisodes en fait plusieurs lieux liés à la sexualité, où en tout cas le but c'est un petit peu de se chauffer. Donc je pense qu'elle va dans des cinémas, elle va explorer un petit peu des internets, je sais plus où elle va d'autres, mais voilà, c'est un podcast qui est très intéressant, produit par Slate, que je vous conseille. Mais c'est vrai qu'en France, tout ce qui va être aménagement d'une chambre dédiée au sexe, c'est pas trop ça, j'ai l'impression. Tu vois, j'ai regardé un peu voir des architectes qui seraient spécialisés entre guillemets là-dessus, j'ai rien trouvé, et on sera plutôt sur des lieux où se retrouver si on veut faire certaines pratiques. Mais je trouve que c'est pas l'idéal quand tu veux découvrir, de te retrouver dans un lieu avec plein de gens, tu sais pas vraiment ce qui se passe, t'as personne pour te guider, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais, c'est clair, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une Mélanie Rose qui te fait un atelier privé, parce que sinon c'est trop bien dans ces cas-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que, bon, tout le monde fait l'amour dans une chambre, je pense qu'en majorité c'est un petit peu le lieu dédié au sexe, et dans les couples, quand t'es seul, enfin voilà, dans toutes les circonstances et situations possibles. Et je trouve ça dommage de devoir, tu vois, ne serait-ce que quand t'as des sextoys, tu sais que tu dois les cacher, c'est-à-dire que tu les mets dans une boîte, que tu mets sous le lit, que voilà, qu'il faut absolument pas que les gens voient. Et tiens, genre, putain, s'il y a bien un endroit où ça devrait être exposé, c'est dans une chambre. Surtout qu'aujourd'hui, t'as quand même des sextoys qui sont des vrais objets d'art. Tu vois, je pense par exemple à Farrah Damon. C'est vraiment des trucs, t'as envie de les exposer, quoi, limite. Et ouais, c'est un petit peu dommage parce que du coup, rien ne doit dépasser, rien ne doit être sexuel, alors que, on sait tous qu'on a une vie sexuelle et qu'on fait des choses. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et comme tu dis, aller dans des lieux extérieurs dédiés au sexe, ça peut être un petit peu effrayant, et je pense que c'est pas la meilleure manière pour s'essayer à des nouvelles choses, parce que c'est intimidant, tu sais pas par où te prendre, par où aller. Donc à moins d'être bien accompagné, c'est très compliqué de se lancer dans des nouvelles expériences, notamment quand on pense à cette émission, c'est beaucoup de couples qui veulent un petit peu tester et faire de nouvelles choses. C'est un petit peu compliqué quand t'es pas accompagné. Et je vais penser aussi à la représentation de tout ce qui est un petit peu ce genre de chambre. Quand tu regardes dans les films, les choses comme ça, dès que tu découvres un peu une sex room, c'est toujours « Oh mon Dieu, une sex room, c'est une déviance, c'est rigolo ». Tu vois, t'as toujours un peu ce genre de choses, d'éléments tournés au ridicule. J'ai pensé par exemple, alors voilà,
Ma culture ne se résume pas à ça, mais je sais que ça existe. C'est Épouse-moi mon pote de Philippe Lachaud. Oh mon Dieu. Non mais là je pars très loin parce qu'en fait je me souviens, à l'époque, je bossais à l'UGCDL et ce film passait et j'étais vraiment choquée. Enfin tu vois, déjà le film faisait vraiment polémique. On y suit en fait les aventures d'un gars qui, pour avoir son visa et rester en France, décide de se marier avec son meilleur pote et du coup se faire passer pour des homosexuels. Sauf que ce film revendique et montre vraiment un cliché mais monstrueux de l'homosexualité en France. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait choquée et que je voyais que cette comédie, il y avait que des petits enfants. Enfin, déjà, elle était projetée dans des grandes salles et qu'il y avait plein d'enfants, plein de jeunes qui allaient voir ça, qui étaient bidés de rire. Donc, du coup, moi, quand je pouvais, j'allais un petit peu voir pendant la séance à quoi ressemblait le film, quoi, parce que j'étais curieuse. Donc, quand j'avais un moment, j'allais dans la salle pour regarder. Et je me souviens de cet extrait où il y a un moment où, en gros, t'as un mec qui vient vérifier le visa du gars qui s'est marié, vérifier que c'est pas un mariage blanc et qu'ils sont vraiment gays. Et il les retrouve dans une espèce de salon avec des boules dans la bouche, en train de faire des pratiques BDSM hyper hardcore, en mode oui, fesse-moi mon gros cochon, tu vois. Enfin, mais je me dis, mais si les gens ils voient ce genre de choses en France avec la sex room, mais comment tu veux juste faire de la sexualité quelque chose de sain quand tu te fous de sa gueule, quand les trucs grand public comme ça montrent que c'est un petit peu des déviances, quoi. Donc je fais, mais en France on a des années de retard, tout le monde a des années de retard, on n'est pas plus éduqué, même un peu moins éduqué que les pays anglophones. Mais franchement, mais on a un gros travail de déconstruction à faire, que ce soit sur la sexualité ou même les sex rooms. Et je pense que c'est pas donné, quoi. Je pense que même, moi, je t'avoue que le concept de sex room, bon, j'en avais conscience avant de regarder Les Architectes du désir, mais je pensais pas que ça pouvait être un truc aussi bien construit. Donc, tu vois, même moi, qui suis un peu éduquée à ce genre de questions, mais je savais pas. Et je pense qu'en France, on a besoin de ce genre d'émission pour se dire, écoute, ça peut être une chose qui va pimenter ta sexualité, ça peut être quelque chose d'efficace pour toi, mais faut en parler. Encore une fois, faut en parler. Faut avoir conscience que ça existe. Et arrêter de rendre ça sordide, entre guillemets. Après, je pense qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a un problème, parce que ce genre d'émission, moi, j'ai bien envie que tous les pays la voient. Et quand tu vois certaines émissions, je pense notamment, je crois que c'était NCIS ou Les Experts, tu vois, quand on parlait de Fury, où tu avais un épisode hyper cliché sur les Furies qui, en fait, leur rassemblement ne sont que des énormes orgies. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas qu'en France où on a un problème et où on a besoin d'éducation et de ce genre de programme un peu plus sain. Je pense aussi qu'aux États-Unis, leur puritanisme, parfois un peu poussé à l'extrême, pose pas mal de problèmes, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir un rapport au sexe parfois un petit peu fucked up. Mais c'est sûr que ce genre d'émission, ça fait du bien, et je trouve qu'en plus, Mélanie Rose, elle a réussi à intégrer des choses. Par exemple, je sais plus si c'est dans un de ses couples, mais il y a un moment, il y a un lit, enfin c'est vraiment un couple qui aménage une chambre en sex room, et t'as un lit où ils vont intégrer à même le lit des menottes, mais des menottes qui vont pouvoir se cacher du coup sous le matelas. Enfin voilà, c'est plein de petites techniques où tu te dis, tu peux au final avoir une chambre qui soit un petit peu plus poussée sur le sexe. C'est pas besoin que ça devienne un donjon, mais où tu peux avoir des accessoires et des aménagements faits pour titiller un petit peu tes envies, ta sexualité et ton désir. Et je pense aussi tout simplement que ce qui va nous freiner en France, bon, en tant que Parisienne, je pense qu'on y pense plus, ça va être le manque d'espace. Oui, très clairement, l'immobilier en France coûte déjà assez cher comme ça, surtout en région parisienne. Donc moi, j'ai le luxe d'être dans un 35 mètres carrés qui me coûte un bras. Donc tu vois, moi, ma sex room, je vais devoir m'asseoir dessus, quoi. Ma sex room, c'est le placard, le tiroir du bas de ma table de nuit, quoi. Ça va pas aller plus loin. Et dans lequel je vais tout planquer quand quelqu'un va venir à la maison, quoi. Donc... Ouais, je pense qu'il y a aussi un petit problème de taille, en tout cas dans les grandes villes parisiennes, où on peut pas aménager les choses comme on veut, contrairement aux États-Unis. Bon, l'Angleterre, c'est encore quelque chose, mais aux États-Unis, tu vois qu'ils sont dans des méga grandes maisons, et que toi, même le couple qui est en difficulté un peu financière, qui a 3 enfants, ils sont dans une baraque quand même, elle est bien spacieuse, quoi. Donc je pense que il y a aussi cette différence culturelle qui fait qu'aux États-Unis, l'immobilier étant ce qu'il est, et qu'il est tu peux avoir plus facilement de très très grandes maison, appartement, bon, à part dans les grandes villes comme New York, mais c'est, voilà, t'as de l'espace, tu peux te permettre ce genre de choses, là où en France, je pense qu'on va être un peu plus limité, même en termes de budget. Je pense pas qu'on soit prêt, même en tant que Français, d'allouer un budget assez important à la construction d'une telle chambre. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Ça m'a pas beaucoup excité. J'ai vu quelques moments où le couple était un petit peu chaud et j'étais là en mode c'est sexy, sauf que ça dure vraiment 2 secondes, pas suffisamment pour m'exciter, et puis de toute manière ce n'est pas le but de cette émission. En revanche, ça donne plein d'idées pour ma maison des Sims. Clairement, toujours pas d'accessoires sexo là-dedans, mais il y a vraiment du bon goût, il y a des bonnes idées. Bon, alors les tableaux foirefouilles non, mais il y a vraiment des très bonnes idées, et juste putain, ça fait du bien d'avoir une émission comme ça qui parle de sexe aussi ouvertement, sans être vulgaire, sans être voyeuriste, en étant bienveillant, en montrant toutes les facettes de la sexualité, en mettant
plein de gens différents, des couples différents. C'est vraiment une émission que je veux revoir. Je veux que les gens voient ça parce que c'est trop rare de voir les gens parler de sexualité aussi sainement. Et je trouve que le casting est très bien fait aussi, déjà parce que on a des gens très différents et qu'en plus on a des gens qui n'ont pas peur de parler de sexe et sans ricaner, sans être mal à l'aise, qu'ils aient des enfants ou pas. Enfin, vraiment, je veux voir cette émission. Je veux voir une saison 2. S'il vous plaît, Netflix, produisez une saison 2. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien écoute, ça m'a pas mal excitée. Bon, je me suis pas masturbée devant les architectes du désir et Mélanie Rose, je tiens quand même à le préciser. Mais je trouve ça très rassurant de voir en fait des couples qui sont dans la découverte de pratiques que même moi j'ai envie d'essayer et qu'ils le font dans un environnement qui est safe avec leur partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui me turn on, c'est quelque chose dont j'ai envie. En plus, on met vraiment l'accent dans les différents couples sur l'alchimie et l'amour qu'il y a entre les gens. Et moi, j'aime bien l'amour, j'aime bien quand les gens ils s'entendent bien. Et tu vois, moi, je me projette, je fais « Ah, si j'avais quelqu'un avec qui je pouvais faire ça, ce serait trop bien. » Donc tu vois, ça m'alimente ma petite machine à fantasmes. Et je trouve ça vraiment hyper cool de voir des chambres dédiées, que ce soit la chambre à coucher ou une sex room, voilà, des pièces à part. Je trouve ça tellement hyper sain, hyper simple, ça donne envie d'explorer plein de choses. En plus, tu découvres plein d'accessoires, genre la croix de Saint-André, mais vas-y, j'ai trop envie d'essayer. Enfin, c'est top, moi je trouve que c'est top. Et comme tu le dis, ça fait du bien de voir une émission où on parle de sexualité de manière hyper simple, juste on communique sans en faire des caisses, sans rigoler, sans pouffer de rire dès qu'on sort un mot qu'on connaît pas, dans l'apprentissage. Putain, on a besoin de ça devrait être montré. Bon, après je pense que le sujet des sex rooms n'est pas le premier sujet à montrer si on veut éduquer sexuellement les gens. Mais putain, je pense que faudrait montrer ça à plus de gens, quoi. Faudrait que plus de gens découvrent ça. Faudrait que vous découvriez ça si vous ne l'avez pas vu. Si ce sujet vous intéresse, et même si vous voulez pas faire de sex room, juste voir des gens parler de sexualité comme ça, exposer leurs problèmes de manière pas honteuse, quoi. C'est pas des gens qui sont tout rouges en train de regarder leurs pieds. C'est juste des gens qui parlent de sexualité. Je pense que c'est la manière dont on devrait communiquer sur la sexualité, qu'on veuille une sex room ou pas. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a, pourquoi pas, donné envie de redécorer votre chambre avec des chaînes, des menottes et autres godemichets. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous avez les moyens de nous soutenir, le lien de notre Patreon est dans la bio. On vous retrouve non pas dans 2 semaines, mais le 12 janvier pour profiter de la Noël et pour préparer les prochains épisodes et pour travailler sur un gros projet qu'on espère pouvoir vous révéler bientôt. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre Insta @n'importeq et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien. Allez, ciao. Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.